CP 1919, un roman de Éric Simon. Premier chapitre, 30 avril 2020. Alex avait du mal à croire ce qu'il voyait sur son écran. Les deux types de signaux étaient arrivés en même temps, seulement à quelques millisecondes d'intervalle, et en provenance de la même position dans le ciel. Cela faisait 2 jours qu'il vérifiait et revérifiait qu'il ne s'agissait pas d'une interférence dans les données du radiotélescope, mais bien d'un vrai sursaut rapide d'ondes radio. De l'autre côté, il avait patiemment attendu que la localisation précise de l'éruption de rayons X soit validée à la fois par les Chinois et les Américains qui l'avaient détectée chacun de leur côté. Qu'est-ce que t'en penses? Alex montrait à Sophia le spectre affiché sur son écran. Bah, on dirait que c'est la même chose. T'es d'accord, hein, c'est la même chose. Ouais, honnêtement, je crois qu'on peut dire ça. La même source. Le premier magnétar avec des sursauts d'ondes radio aussi courtes. Je crois que tu tiens quelque chose, Alex, ajouta Sophia sur un ton calme. Les données de l'émission de rayons X de SGR 1935 plus 2154 leur étaient parvenues 2 jours auparavant. La comparaison des deux types de spectres, celui de l'éruption de rayons X et le datagramme qu'ils avaient enregistré avec leur radiotélescope le 28 avril, montrait une coïncidence temporelle qui était plus que troublante. La forte émission de rayons X avait débuté le 27 avril et avait été détectée tout d'abord par le télescope spatial HXMT, qui avait été à l'origine de la première alerte, puis plusieurs heures plus tard par les télescopes Swift et Fermi GBM. Elle avait duré presque 12 heures d'affilée. Pour la première fois, un sursaut d'ondes radio de moins d'une milliseconde, qui était d'ailleurs dédoublé, était détecté en même temps qu'une éruption de rayons X provenant d'un magnétar. Et c'était un magnétar situé dans notre galaxie. Tu prends un café? Demanda Alex. J'arrive, je prends mon mug. On n'en parle pas pour le moment, hein, ok? Oui, de toute façon, rien n'est sûr encore, hein. Et puis, tu n'aurais pas le droit d'en parler, je pense, hein, avant d'avoir eu le feu vert de ton chef. Les deux jeunes chercheurs, qui travaillaient sur des sujets de thèse différents, ne se rendaient que rarement sur le site du radiotélescope de la collaboration SHIME, dont ils faisaient partie à part entière, avec près de 80 chercheurs et ingénieurs de différentes institutions répartis dans tout le Canada, de Montréal à Vancouver, en passant par Toronto. L'université McGill fournissait à elle seule environ la moitié des chercheurs de la collaboration. Alex et Sophia étaient descendus dans la salle café qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait le département de radioastronomie. Ils se donnaient rendez-vous avec les autres chercheurs doctorants tous les jours à 10h30 pour faire leur pause matinale avant d'attaquer la période la plus productive de la journée. On parlait encore du sujet du moment, cette pandémie qui faisait tant de dégâts en Europe et qui commençait à s'étendre dangereusement en Amérique du Nord. Le département de radioastronomie avait été aménagé pour continuer à accueillir les chercheurs qui souhaitaient éviter de télétravailler. La plupart des chercheurs doctorants de McGill du département, qui travaillaient sur l'analyse des signaux radio de plusieurs grands instruments mondiaux comme ALMA, le VLA ou les grands réseaux interférométriques comme le VLBA, devaient utiliser des supercalculateurs auxquels ils ne pouvaient pas se connecter depuis chez eux. Ils devaient donc continuer à venir sur le campus pour accomplir leur travail en prenant plus de risques que ceux qui pouvaient travailler à distance. Ils avaient fini par prendre l'habitude du masque et des distances. Alex Petrosian et Sofia Manitori travaillaient sur des données enregistrées par le radiotélescope SHIME, mais pas pour étudier la même chose. Alex étudiait les sursauts rapides et autres événements transitoires détectables en ondes radio, tandis que la jeune femme élancée, qui attachait toujours soigneusement ses longs cheveux châtains, avait choisi son sujet de thèse sur l'objectif principal de SHIME, dont il tirait son acronyme: la détermination de l'abondance en hydrogène dans les différentes époques cosmiques. Ils avaient commencé leur thèse au même moment, à la fin de l'année 2018. Ils avaient auparavant suivi le même cursus à l'Université de Montréal et étaient rapidement devenus amis lorsqu'ils avaient découvert, en troisième année,
qu'ils avaient la même passion pour l'univers. Les 7 autres jeunes chercheurs qui partageaient la machine à café n'étaient pas tous canadiens. Il y avait un Chinois en troisième année de thèse qui étudiait les radiogalaxies au sein d'une autre équipe du département et une Indienne en première année qui travaillait sur les pulsars dans le troisième groupe de la collaboration SHIME. Et il y avait le petit trublion états-unien Lenny Cooper qui était venu se perdre dans le Grand Nord après avoir fui son pays natal à la suite de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche en 2016. Il avait profité de l'obtention d'une bourse doctorale de l'université McGill pour venir faire une thèse sur les blazars. Parmi les 9 chercheurs doctorants, 3 étaient dans leur première année, 3 dans leur deuxième, comme Alex et Sophia, et 3 autres dans leur dernière année. Alors, comment va notre petite Sophia depuis hier soir lança Lenny avec un sourire amusé. Ça va, et toi? Tu es bien rentré malgré ton état douteux? Oh là là, je vois que c'est la grande forme. Je cherchais pas à te bousculer, tu sais, rétorqua Lenny qui gardait toujours sa casquette de baseball un peu sale vissée sur la tête. Et puis, j'étais très sobre. Évidemment. Bon, si tu veux tout savoir, il ne s'est rien passé d'intéressant avec Bobby. La routine. Comment ça? C'est pas parti en vrille? Eh non, répondit Sophia. Même pas. Il a perdu tout son pactole sans broncher. Il a tout perdu? Ouais, tout. T'aurais dû rester, répondit Sophia. Mais moi, je sais m'arrêter à temps, hein. C'est tout ce qui nous différencie avec Bobby. Quand je vois que je n'arriverai pas à remonter mes pertes, je m'arrête et je vais voir ce qui se passe dehors. Moi, je suis comme ça. En attendant, tu as quand même raté un grand moment. Bobby nous a sorti toute la vie et l'œuvre de Jocelyn Bell. C'était exceptionnel, du grand Bobby. Ah ouais? Et il a attendu que je sois parti pour ça? Tu sais que j'aurais pu en faire autant. Moi aussi, je connais tout sur sa découverte, rétorqua Lenny. Mais tout le monde connaît la petite histoire, mais il nous a raconté des trucs que personne connaissait. Par exemple, sur les relations qu'elle entretenait avec Fred Hoyle. Et pourquoi il a été le premier à dire, dès 74, qu'elle aurait dû recevoir le prix Nobel avec Ewish et Ryle. Ah bah, va falloir que tu me racontes ça alors, hein, répondit Lenny. Pas tout de suite, mais ok, si tu veux, je te raconterai. En attendant, j'ai gagné 120 $ au final, moi. Sophia participait volontiers aux soirées de jeux qui étaient organisées par les jeunes chercheurs doctorants de McGill. Le concept existait depuis plus de 15 ans maintenant et parvenait à se perpétuer de génération en génération de doctorants. On le connaissait sous le nom de Game Party. Il n'y avait pas que des jeux d'argent, même si les parties de poker revenaient régulièrement et attiraient toujours un nombre plus important de joueurs. Alex n'était, lui, pas très friand de ces soirées souvent bien arrosées. Il était plutôt du genre un peu réservé, et il écoutait attentivement les récits du lendemain qui relataient les exploits des uns et des autres, mais sans aucune empathie ou jalousie. Il regardait ça sous l'œil d'un sociologue qui étudierait la faune produisant la recherche scientifique du Canada. Syme était un radiotélescope un peu atypique, et tous les jeunes chercheurs qui travaillaient avec étaient fiers d'appartenir à cette communauté singulière. L'acronyme signifiait Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, mais il n'était pas utilisé uniquement pour cartographier les quantités d'hydrogène présentes dans les galaxies très lointaines, loin s'en fallait. Comme SHIME avait été conçu pour maximiser l'efficacité de détection, il offrait un grand champ de vision instantané d'environ 200 degrés carrés sur le ciel, ainsi qu'une large couverture en fréquence des ondes radio, entre 400 et 800 MHz. Les signaux pouvaient donc être traités pour former une carte en 3 dimensions de la densité d'hydrogène, utilisée pour mesurer l'évolution de l'expansion de l'univers. Mais ils pouvaient aussi être utilisés pour rechercher des signaux radio transitoires rapides, qu'on appelait aussi des sursauts radio rapides, ou des FRB, selon l'acronyme anglo-saxon en vigueur, Fast Radio Bursts.
Et le radiotélescope était aussi exploité pour la surveillance de plusieurs pulsars au jour le jour. Les sursauts radio rapides étaient de brefs sursauts d'ondes radio qui ne duraient que quelques millisecondes. Ils provenaient, pensait-on, de sources situées bien au-delà de notre galaxie. Ce phénomène avait été découvert pour la première fois en 2007 en Australie avec un autre radiotélescope, celui de Parkes. Depuis, des dizaines de FRB avaient été détectés, sans que l'on parvienne à déterminer quelle pouvait en être la cause. Les chercheurs avaient estimé qu'environ 1 millier de sursauts de ce type devaient atteindre la Terre chaque jour, mais on n'en détectait que quelques-uns de ci, de là, nos instruments n'étant pas suffisamment sensibles. Cette fin de printemps 2020 promettait un nombre de détections de sursauts radio bien plus important que les mois précédents, grâce à une mise à niveau de l'électronique rapide qui équipait le réseau d'antennes. Mais ce qu'avait trouvé Alex dans les données du 28 avril était potentiellement très important. Ça ressemblait trait pour trait à un FRB et c'était coïncident à la fois temporellement et spatialement avec une éruption de rayons X qui provenait d'un magnétar de notre galaxie. C'était la première fois qu'on pouvait associer directement un FRB avec un objet aussi emblématique qu'un magnétar, alors que certaines théories proposaient justement que les magnétars puissent être à l'origine des FRB. Sophia et Alex connaissaient tout sur les étoiles à neutrons et leurs variantes diverses, pulsars et magnétars, qu'ils avaient étudiées au cours de leur master d'astrophysique dans le cours sur les objets compacts qui était donné par Carl Friedman, un spécialiste du domaine, passionné et passionnant. Ce qui faisait la grosse différence entre les pulsars et les magnétars, c'était l'intensité de leur champ magnétique. Les magnétars avaient un champ magnétique environ 100 fois plus fort que les pulsars. Ils se différenciaient aussi des pulsars par leurs éruptions très énergétiques, visibles en rayons X, qui étaient différentes de l'émission de rayons X des étoiles à neutrons de type pulsar, qui, elles, étaient essentiellement dues à la température de leur surface. Le premier magnétar avait été découvert 12 ans après la découverte du premier pulsar par Jocelyn Bell, par une éruption brutale de rayons X inconnue jusqu'alors dans les pulsars, dont on suivait avant tout les pulsations d'ondes radio périodiques qui reflétaient la rotation de l'astre moribond. Jocelyn Bell était encore une icône pour beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressaient aux pulsars ou plus généralement à la radioastronomie. L'astrophysicienne britannique s'était rendue célèbre pour avoir détecté pour la première fois un signal radio périodique à la fin de l'automne 1967, à l'aide d'un réseau d'antennes construites initialement pour détecter d'autres sources d'ondes radio. Sa découverte des pulsars avait été tellement énorme que le prix Nobel avait été décerné 7 ans plus tard à son directeur de thèse, Anthony Hewish, alors qu'elle le méritait plus que lui, pensait-on. Alex, comme tous ses jeunes collègues, connaissait l'histoire par cœur, et tous pensaient, au vu du travail qu'elle avait accompli entre juillet 1967 et février 1968, qu'elle aurait dû partager le fameux prix de l'Académie suédoise. Qu'est-ce qu'il a raconté qu'on ne connaît pas déjà sur Jocelyn Bell, bredouilla Alex. Oui, moi aussi j'aimerais bien savoir. J'étais pas là non plus hier, renchérit Shiva, la discrète étudiante indienne, qui écoutait attentivement la conversation. Ok, bon, par exemple, Bobby nous a raconté qu'il avait lu quelque part que Jocelyn Bell trouvait tout à fait normal que ce soit son directeur de thèse qui reçoive le prix Nobel et pas elle. D'après cette déclaration, pour elle, c'était normal que les doctorants s'effacent entièrement devant leur directeur de thèse. Ouais, même si c'est elle qui a fait tout le boulot, chuchota Shiva. Et accrochez-vous, ce que rapportait Bobby, apparemment, ça datait de 10 ans après la découverte. Donc en 1977, elle disait encore ça, d'après lui. On ne peut pas dire qu'elle était encore naïve ou je ne sais pas quoi. En 1977, Jocelyn Bell, elle avait un poste à l'université. Elle était déjà reconnue.
continua Sophia. Et ça faisait 3 ans que Ewish avait reçu le prix, ajouta Lenny. Si ça se trouve, c'est peut-être lui en fait qui a fait l'essentiel du boulot pour arriver à la conclusion que c'était des pulsars, s'avança Alex d'un air provoquant, sans y croire. Y a qu'elle qui connaît la vérité finalement, non? Reprit le jeune chercheur. Tu vas un peu fort, Alex, répondit Sophia. Non, il existe des preuves que c'est bien elle qui a analysé des centaines de mètres de rouleaux et qui a épluché les signaux répétitifs en comprenant qu'ils provenaient d'une source localisée, et aussi que ça ne pouvait être que des étoiles à neutrons. On peut pas refaire l'histoire. Ouais, mais le rôle de Dewish dans l'affaire, il est peut-être plus important que qu'on nous l'a raconté depuis toujours. Imagine un instant que le mythe Jocelyn Bell soit en fait juste un mythe, justement, rétorqua Lenny. Alors que la pause café arrivait à son terme officieux sur des questions sans réponse, le petit groupe de jeunes chercheurs fut arrêté dans ses discussions par l'arrivée en trombe dans la salle de Irina Klowarski, la responsable du groupe Scheim FRB du département de physique, qu'on n'avait pas l'habitude de croiser à la machine à café le matin, ni à d'autres moments de la journée. Alex, Paul m'a dit que je te trouverais là. J'ai une urgence. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau tout de suite, s'il te plaît? Ok, j'arrive tout de suite, répondit le jeune homme en dirigeant lentement son gobelet en carton vers la poubelle. Alors qu'il suivait la patronne de son encadrant de thèse, Sophia, Lenny, Shiva et les autres suivaient la scène sans un mot, dans un silence inhabituel, à l'image de ce qui était en train de se passer. Avant d'arriver au bout du couloir, Alex, qui marchait un pas derrière Irina Klowarski, se retourna et lança une moue interrogative en direction de ses condisciples, en levant les sourcils et en pinçant ses lèvres.